avant de le commencer, je crois, avant de le commencer, j'ai décidé, à un moment ou à un autre, que le 4e livre, s'il y en avait un, le 4e livre ne serait pas écrit à la 3e personne du singulier. J'ai décidé ça. J'ai aussi décidé qu'il ne serait pas rédigé sous forme de chapitre, parce que j'avais fait ça pour les 3 premiers livres. Donc je voulais quelque chose de différent. J'avais décidé que ça serait écrit à la 1re personne du singulier, mais pour décider que c'était écrit à la 1re personne du singulier, il fallait que ça soit pas moi. J'avais aussi, donc le je n'était pas moi. J'avais aussi écouté beaucoup, comme on fait quand on lit des livres et qu'on s'intéresse à la littérature, j'avais écouté beaucoup d'interviews d'écrivains qui parlaient de l'invention de leurs personnages. Moi je ne voyais pas trop. Et donc je m'étais dit, j'ai inventé un personnage pour faire le jeu. Donc j'avais imaginé une figure, une silhouette. Alors c'était pas précis, il n'y avait pas de visage, mais c'était une femme avec une grande cape noire. Je l'avais imaginé place de la Bastille avec des grandes bottes qui allaient jusque sous son genou et elle avait une mini-jupe. Je suis jamais allée plus loin que cette espèce d'image pour la création de mon personnage. J'ai décidé que ce serait quelqu'un de différent de moi, même s'il y avait donc le jeu, et même si je tenais mal la question du personnage, ce serait quelqu'un avec un autre métier que le mien. Il fallait que ce soit clairement autre. Comme j'avais déjà écrit un livre avec 2 livres où il y a une éducatrice spécialisée, je me suis aussi dit que j'écrirais des livres avec différentes personnes du soin, différents métiers du soin. Donc j'ai opté là pour l'ergothérapeute. Donc la narratrice est une ergothérapeute. Elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant, elle vit seule, elle n'a pas de chat, elle a un chien. Ça c'est des grandes différences, tout ça elles sont différentes de moi. J'ai écrit dans le livre que ce n'était pas une autobiographie, mais je m'en mêle parfois avec mon personnage. Donc j'avais donc décidé, donc c'est le je, la 1re personne du singulier, et il n'y a pas de chapitre, hein, parce que c'est devenu des jours d'écriture. Dans la première version, avant que ce soit corrigé et remanié quelque peu, c'était pas des jours d'écriture, c'était juste, ça suivait des jours d'écriture, les jours de vie, mais sans être marqué de cette manière-là. Il y avait des astérix, Ça se présente comme un journal écrit sur 4 mois. Ça aussi, je l'ai décidé tout à fait au début, parce que j'avais peur de ne pas savoir quand je vais m'arrêter. Donc je décide d'un moment dans le temps approximatif où ça ne continuera pas. Donc comme j'ai commencé à écrire en septembre, je me suis dit que je n'irais pas au-delà de Noël, de la fin de l'année. Alors l'autre grand début ce qui a fait que le livre est écrit, il y a plusieurs événements qui s'imbriquent. Le premier événement qui se produit, c'est que je découvre l'histoire de Méthode, un Burundais, qui est exploité pendant 10 ans par des diplomates, ici en France. Il est arraché à son pays, le Burundi, arraché à sa femme, à ses 2 enfants, et on le fait travailler dans une jolie villa de Ville d'Avray. Il s'occupe d'un autiste, c'est le fils des diplomates. Et je découvre un article en ligne, je suis chez moi, sur mon canapé, et je regarde les nouvelles, et je découvre cette histoire. Et je suis littéralement épouvantée. Je suis épouvantée, voilà. Qu'on ait installé quelqu'un, qu'on ait arraché quelqu'un à son pays. Il n'a pas pu échanger avec sa femme et ses enfants, et il est là pour travailler, contre sa volonté, tous les jours, pendant 10 ans. On lui vole 10 années de sa vie. Des gens théoriquement éduqués. Et je me dis, mais moi je lis ça, je suis horrifiée, je travaille dans des conditions bien meilleures. On ne peut pas me faire ça n'arriverait pas. Mais lui, ça lui est arrivé. Et moi je le lis en passant comme ça. Que deviennent les personnes des faits divers? Qu'est-ce que ça nous fait? Combien de temps une émotion reste avec nous quand on est bouleversé, choqué, etc. Donc ça reste en moi, cette question. Et il se trouve, ça c'est une expérience véritable, la mienne, que je m'engage pour faire des permanences syndicales. C'était pas prévu du tout. J'ai assisté à une réunion et une femme dynamique, pleine d'entrain, appelait désespérément à ce que des gens deviennent volontaires pour être là, écouter les gens des salariés qui avaient des problèmes au travail, en soirée, après le travail. Voilà. J'ai fini par lever le bras parce que personne ne levait le bras. Et je me présente donc comme censée être une animatrice ou co-animatrice de permanence syndicale, évidemment avec aucune connaissance. Voilà, j'ai jamais eu besoin de savoir grand-chose personnellement. Je vais travailler, puis c'est tout. Je réfléchis à mon travail, mais j'ai pas eu besoin... bref.
Et la première personne qui se présente, c'est un homme, il est noir. Et il va très mal, il nous raconte ça va très mal au travail, il se sent humilié, et il a un scénario suicidaire, il veut mourir en voiture, soit en allant au travail, soit en revenant. Je suis littéralement, je m'attends absolument pas à ça. Et quand je rentre chez moi, les choses s'imbriquent. L'histoire de Méthode le Burundais, qui était empêché et retenu dans un sous-sol pendant 10 ans, et ce monsieur à l'inverse que je ne croise que pendant 45 minutes, et je sais sans doute que je ne le reverrai jamais. Et il y avait ces contrastes temporels. Il y a l'homme que je ne connais pas, dont j'apprends l'existence dans le journal, et il y a un homme véritable que je rencontre, et je décide de nommer la personne que je rencontre à la permanence syndicale, je décide de l'appeler Méthode. En hommage à Méthode, que je voulais faire vivre plus, de Méthode qui avait été enfermée au sous-sol. Et je décide aussi, du coup, que je transforme, comme on est au travail, moi je travaille à l'hôpital, on est accablé au travail, à l'hôpital, de procédures, de protocoles, de toute cette bureaucratisation, les ordinateurs, les feuilles Excel, toutes sortes de choses. On pourrait y passer beaucoup trop de temps là-dedans, au lieu de s'occuper des patients. Je me dis aussi que je vais transformer le mot méthode, comme mot d'abstraction, en personne. Ça aussi, je travaillais quelque chose pour moi, je voulais revitaliser le mot méthode, donner un corps humain au mot méthode, qui normalement n'est qu'une méthode, mais qui était ce Burundais, plus toute une méthode de livre, une méthode d'écriture. Et tout le livre tourne autour de la pensée constante que j'ai sur ce que deviennent ces deux hommes. Alors l'ergothérapeute, elle est extrêmement surprise. Elle s'occupe de patients au travail, elle ne s'attend absolument pas, au moment où elle fait ses permanences syndicales, elle ne s'attend pas à recevoir des personnes qui vont tellement mal qu'en fait ce qu'elle se retrouve à faire c'est de l'écoute et qu'elle se retrouve à être dans la position où elle a l'impression qu'elle soigne un petit peu quand même les personnes qui arrivent. Ça, elle s'y attend pas du tout. Elle passe sa journée à soigner au travail et tout à coup elle se retrouve là où elle pensait qu'elle allait faire, elle ne sait pas ce qu'elle pensait, mais elle se retrouve à faire ça. Et d'ailleurs, elle est absolument pas capable d'aider les personnes qui viennent avec des questions d'ordre juridique, des conseils concrets sur quoi faire avec leur contrat de travail, ou le licenciement, ou l'abandon de poste, ou l'inaptitude au travail. Elle est absolument incapable de leur répondre, parce qu'elle n'a strictement aucune idée. Elle est complètement démunie, et elle n'entend que, en fait, toutes ces personnes qui viennent, quasiment toutes, ne sont qu'en très grande difficulté au travail. Elles sont blessées de ne pas pouvoir travailler comme elles le voudraient parce que les conditions sont difficiles. On essaye de faire des économies un petit peu partout et les personnes qui travaillent avec les plus démunis se trouvent elles-mêmes fragilisées par leur situation de travail et il y a un moment où les choses ne sont plus tenables. Cette ergothérapeute est extrêmement engagée. Oui, elle est engagée. Elle ne fait pas que les permanences syndicales sans savoir ce qu'elle fait. Elle veut comprendre le travail, l'effet que ça a sur les gens. Elle en a déjà une bonne idée, mais elle ne veut pas penser à elle-même. Elle veut penser aux autres. Elle veut enrichir sa pensée, comprendre mieux. Donc oui, elle participe à des manifestations. Elle se souvient d'une manifestation épouvantable où elle s'est trouvée nassée avec des amis dans la rue. C'était effrayant. Il y avait des CRS, il y avait beaucoup de violence, il y avait des vitres qui se brisaient et elle a dû se réfugier dans un hall d'immeuble où un monsieur très chic n'arrivait pas à croire que son immeuble était envahi par les gens qui n'arrivaient pas à respirer dehors. Oui, l'autre aspect politique du livre, c'est que tout de même, l'ergothérapeute est en train de découvrir que le syndicat, c'est pas du tout ce qu'elle croyait. Donc, il y a une déconstruction des images ou des fausses représentations concernant ce qu'elle-même elle avait dans sa tête autour du syndicat, même si c'est pas explicité. C'est pour ça qu'il y a aussi toute la question de l'intime pour cette... comme vous dites, il y a je sais pas, des strates où... Elle se pose des questions sur ses relations, puisqu'elle se rend bien compte qu'elle donne beaucoup de temps à droite à gauche, et qu'elle laisse sur le côté des amis, par exemple. Il y a cette strate-là. Et il y avait aussi la question, il y a la question de Georges Perec aussi, il y a la question de la conjugaison.
la question du conditionnel, parce que moi-même j'avais lu bon, évidemment j'ai lu les choses que j'ai beaucoup aimées de Pérec, mais j'avais aussi lu une interview, toujours autour du moment où j'allais commencer à écrire le livre, un peu avant, ou quand je m'y apprêtais, je ne sais plus, où je lisais une interview de Bernard Noël qui interrogeait Pérec, et Pérec disait, alors, je ne suis pas du tout rigoureuse dans mes souvenirs, c'est juste des petites... et je ne suis pas précise dans mes connaissances non plus, mais ça m'avait fait une assez forte impression. Pérec disait que pour lui, le futur gelait les choses, ça gelait. Dans son texte, en tout cas à lui, ça gelait. Et moi je me suis dit, mais non, le futur ne gèle pas forcément, le futur ça peut être quelque chose de beaucoup plus chaud, ça peut être quelque chose avec de l'espoir. Donc voilà, il se passe quelque chose avec un passage du conditionnel vers le futur. Sur la question de l'autobiographie, ou la question de la feuille de cigarette entre moi et l'ergothérapeute et le personnage, oui, absolument. Et ça, je l'ai choisi. Je voulais aussi écrire sur la question de l'embarras. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je suis souvent très embarrassée. Faire plutôt comme ci ou plutôt comme ça, jusqu'où je vais, j'aurais pas dû comme ci. Et je voulais vivre dans de l'embarras. L'embarras sur tout. Sur est-ce que je sais faire un personnage, créer un personnage? Non. Oui. Toutes sortes de questions. Je voulais être dans l'embarras. Je voulais être dans l'embarras. Je voulais me sentir inconfortable. Comment se sentir confortable quand tant de gens ne vont pas bien? Comment écrire sur ce sujet en se sentant bien? Non, c'est non. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Je voulais rester dans l'inconfort, en me posant toutes sortes de questions, en hésitant, en doutant, en faisant une confusion justement entre moi et la narratrice, l'ergothérapeute, etc. C'est un choix. Ça par contre, c'est un choix. C'est un choix, je ne voulais pas clarifier les choses. L'empathie, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Je ne suis pas sûre d'aimer le mot empathie. Ce qu'il se passe, c'est que cette narratrice, elle a décidé d'être là. Des personnes viennent et parlent effectivement de leur souffrance, de leurs difficultés. Ils n'arrivent pas à trouver une voie pour se sortir de là où ils sont. Ils n'arrivent pas à raisonner, ils n'arrivent pas à réfléchir à ce qui leur arrive. Ils cherchent quelqu'un à qui dire ça pour commencer à réfléchir. C'est ce que je pense. Et donc, quand l'autre est en face, quand l'ergothérapeute est en face, la narratrice, ou moi dans la vraie vie, et que l'autre arrive avec ça, on est immédiatement... c'est ce qui arrive à la narratrice, c'est ce qui m'arrive à moi, c'est ce qui arrive à l'ergothérapeute, et pas seulement à des tas d'autres personnes qui s'engagent de cette manière-là. On est obligé vis-à-vis de l'autre. On ne peut pas laisser quelqu'un comme ça. On est tout simplement obligé de quelque chose, d'écouter et d'avancer quelque part avec la personne pour qu'elle ne soit pas coincée dans la souffrance, tout simplement. Mais je sortirai le mot empathie parce que être nunuche et regarder les gens avec la tête légèrement de travers avec un petit sourire, ça marche pas. Il faut autre chose. Alors moi, je ne sais pas toujours faire, justement. C'est bien pour ça que je me retrouve à écrire. Parce que des fois, je ne sais pas. Je ne vois pas du tout comment aider. Et je vois que même si j'essaye, ça ne marchera pas. Il y a quelque chose qui ne marchera pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas garder toutes ces choses, toutes les souffrances des autres qui s'accumulent pour moi. C'est impossible. Et voilà, je la pose dans le texte. En espérant que le texte arrivera quelque part et il fera un changement quelque part pour quelqu'un. Et puis il faut transformer. L'autre chose, c'est quand on écoute toutes ces choses-là, il s'agit de la transformer. On ne peut pas rester avec toute cette misère. Voilà, on sait que... Par contre, écrire, ça permet de tout transformer. Déjà, on fabrique des phrases, on fait des paragraphes, on fait des enchaînements, on a des images, on cherche un mot,
on organise les choses et tout à coup on n'est plus avec ça, puisqu'on est avec l'écran de son ordinateur, on est avec son clavier et on est en train de transformer les choses. C'est immédiatement transformé. Du coup, je peux être, moi, heureuse. L'ergothérapeute, ça passe aussi. La narratrice, ça passe. Elle n'est pas tout le temps malheureuse du tout. Au contraire, même si elle sait, ça je l'ai écrit, même si elle sait qu'elle va aller faire une permanence et que ça va être difficile, elle y va joyeusement. Elle se dit qu'elle a quelque chose, qu'elle sert à quelque chose, elle est utile, il va se passer quelque chose, elle apprendra quelque chose, ça rendra service à quelqu'un, et elle est joyeuse, elle est pleine d'entrain. Il y a des choses à faire dans le monde. Je vis extrêmement intensément. Par contre, il y a tellement de quantité, de force, d'intensité, que c'est impossible de vivre avec ça. Et puis tout le temps, je veux dire. Et puis après, du coup, ça ne va pas quand on n'y est plus. Parce qu'en fait, on a envie d'être dans l'intensité. Du coup, écrire, ça permet d'être encore dans de l'intensité. Pas exactement la même. Et elle se pose pour qu'on retrouve un petit peu son calme. Et que quand on retourne au travail, on n'est pas un tourbillon qui emporte en soi tout ce qui est en train de se passer. Il faut avoir l'air à peu près composé quand on est au travail.